Alors, bonjour, rebonjour peut-être, bienvenue, re-bienvenue parmi nous. On parle toujours de santé mentale avec docteur Hugo Lévesque, médecin et quasi psychiatre, moins quelques semaines, là, on pourrait presque le On compte dire. les jours, ça s'en vient. C'est ça, exactement. On va faire brûler des lampions aussi. On parle toujours de santé mentale et là, pourquoi ne pas parler, tiens, de psychopathologie? Puis la psychopathologie, on va commencer juste par comprendre c'est quoi, là. C'est l'association de deux mots, Donc, mais encore. psychologie et pathologie, c'est le développement d'un trouble de santé mentale. Euh, Quand on parle de psychopathologie, c'est évidemment qu'on est rendu dans un état qui nous rend dysfonctionnels. Le DSM, nous, c'est la Bible des Mhm. diagnostics en psychiatrie, là. Puis j'ai déjà un patron qui me dit, ben, le DSM, tu sais, apprends-le, puis après ça, utilise-le pour le mettre en dessous de ta table de bureau si jamais la table n'est pas égale, là. Mais ça nous guide, mais en fait, un des critères principaux d'un diagnostic de santé mentale qui est présent dans pratiquement tous les diagnostics, c'est le dysfonctionnement. Donc, lorsqu'on parle d'un trouble de santé mentale, c'est lorsqu'il y a un dysfonctionnement dans au moins une sphère de la vie d'une personne. OK. Donc si on reprend ton exemple de la capsule d'introduction sur la santé mentale qu'on a fait déjà et qu'on a un individu qui est de 0 à 100 dans sa santé mentale, ben, quelqu'un pourrait être à 40 sur 100, puis pour lui, il devient dysfonctionnel parce qu'il n'y a peut-être pas le même bagage, il y a les mêmes outils pour gérer ça. Puis une autre personne, ça va peut-être être à 70%, mais dans tous les cas, là, ce que je comprends, c'est qu'il faut devenir graduellement dysfonctionnel pour finir par pour tomber dans le DSM, le DSM-5. Exact. On a tous des seuils de tolérance différents. En enfance, on apprend des stratégies d'adaptation qui nous permettent de répondre au stress, qui nous permettent de rentrer en relation avec les autres. Puis, dépendamment justement de ces stratégies d'adaptation-là, on va être capable de faire face à plus ou moins de stress. Puis ensuite de ça, c'est sûr que si on parle de pathophysio, de psychopathophysiologie, on pourrait parler de comment ça se développe. Puis la génétique, elle fait partie de la santé mentale. On reçoit tous une génétique de nos parents, Mhm. mais c'est pas une finalité, c'est pas parce qu'on reçoit une génétique qui nous prédispose à un problème de santé mentale que nécessairement on va le développer. En réalité, ce qui est actuellement cru par les experts, c'est que environ seulement 20% du développement des troubles de santé mentaux est dû à la génétique. 80%, c'est le reste des choix qu'on fait dans notre vie. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Parce que, dans le fond, ce que ça finit par nous dire, c'est qu'on a du contrôle, on a du pouvoir sur notre destinée, en tout cas jusqu'à un certain point. Évidemment, ce qu'on vit à l'enfance, où on n'a pas moins de pouvoir là-dessus, mais Exactement. au Puis moins, c'est pas une fatalité en soi. non, puis ce qu'on vit en enfance, j'ai été extrêmement surpris de voir à quel point ça a une importance sur le développement des troubles de santé mentale. Là. Il y a des articles qui m'ont flabbergasté, là, qui démontrent que les gens qui vivent des traumatismes à l'enfance ont une biologie qui est complètement différente de ceux qui n'ont pas passé par ces épreuves-là. Quand on parle de traumatisme en enfance, on parle souvent d'abus physiques, d'abus sexuels, parce que c'est ceux qui sont facilement reconnaissables. Mhm. Mais ceux qui sont les plus dommageables, en réalité, là, ce serait la négligence et l'abus psychologique. Puis ça laisse des traces pour le reste de la vie, au niveau psychologique, évidemment. Mais comme je l'ai dit, il y a une biologie qui est différente chez ces gens-là. Par exemple, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, là, qui est l'axe du stress, là, qui est dans le fond le lien entre le cerveau puis les glandes surrénales. Merci de le remettre en français. Oui. Ou est-ce que, dans le fond, lorsque dans notre cerveau ou est-ce que dans notre corps, on perçoit qu'il y a une menace, il faut réagir. C'est le fight or flight, là, Ouais. la réponse à la menace. Là. Ou est-ce qu'on va libérer de l'adrénaline, on va libérer du cortisol? Ben, chez les gens qui ont vécu des traumatismes à l'enfance, ça prend des niveaux de stress, une menace qui est moindre pour sécréter une plus grande quantité de cortisol. C'est-à-dire que chez les gens, par exemple, qui ont une bipolarité, ben, un même stress qu'une autre personne dans la population générale va entraîner une libération beaucoup plus grande d'hormones de stress et va déclencher des dépressions, des manies Mhm. à Ouais. des niveaux de stress beaucoup moindres que dans le reste de la population. Ils peuvent être très efficaces en manie dans la gestion d'une problématique, mais après ça, c'est qu'il y a un creux il y a un creux qui va s'en suivre. Mais là, on tombe dans un sujet plus précis que la bipolarité. Là, mais en même temps, c'est parce que ce que je vois, moi, c'est qu'il y a quand même une certaine logique évolutive à ça. Là. C'est sûr que si on a un individu qui a vécu justement des stress à l'enfance, ben, il s'est
Ça fait drôle à dire, là, mais c'est quasiment un entraînement finalement qu'il y a eu, là, un entraînement à gérer des problèmes. Et là, après ça, ben, quand il perçoit un problème, il va réagir plus vite parce qu'il y a eu un entraînement en jeunesse, en bas âge à ça. Là. Mais la problématique, c'est que lorsque ça arrive à l'enfance, c'est que le cerveau ne devrait pas avoir à faire face à ce genre de stress-là. À l'âge adulte, effectivement, lorsqu'on vit des stress, on apprend à les gérer. Mais en enfance, ce que ça vient faire, entre autres, tantôt j'ai dit que la génétique qu'on reçoit n'est pas, Pas garante. n'est pas garante d'un développement d'un trouble de santé mentale. Parce que, entre autres, la génétique qu'on reçoit de nos parents, il y a quelque chose qui se passe qui s'appelle l'épigénétique. Tout au cours de notre vie, même lorsqu'on est dans l'utérus de notre mère, l'épigénétique se forme. L'épigénétique, c'est quoi? C'est que les deux copies de génétique qu'on reçoit de nos parents, au fur et à mesure que, par exemple, on change nos habitudes de vie, qu'on vit du stress, qu'il arrive des choses dans notre vie, notre corps va changer la façon qu'il lit la génétique. Puis, là, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, on pourrait croire des fois qu'un gène va prédisposer à la dépression. Puis là, on va voir dans la population générale, puis finalement, il n'y a aucune association. Par contre, lorsqu'on regarde chez les gens qui ont eu des traumatismes à l'enfance, ces gens-là qui ont le même gène, eux, vont avoir 20 fois plus de chances de développer une dépression plus tard dans la vie. Ce que ça dit, c'est qu'on a tous des prédispositions, mais que les événements qui arrivent dans notre vie vont venir influencer la génétique, qui vont venir soit accentuer le risque qu'on a ou être protecteur au contraire. Oui, je comprends. Mais c'est super intéressant. Puis l'épigénétique, encore là, on pourrait en parler pendant des heures, là, de tout ce qui peut l'impacter. Mais entre moi, autres, juste quelque chose là, de vraiment intéressant. Tu regardes les gens que leurs parents ont vécu l'Holocauste, par exemple, un stress qui est extrême, qui est inimaginable. Ces gens-là ont une épigénétique qui a été transférée par les parents. Donc, l'épigénétique, oui, on la change nous-mêmes, mais l'épigénétique des parents est transmissible de génération en génération. Entre autres, quand on regarde aussi des souris qu'on choque avec un stimulus, puis ensuite de ça, on prend les enfants, là, les descendances de ces souris-là, puis qu'on les regarde, puis qu'on ne donne pas le choc, là, qu'on fait seulement le stimuli auditif ou à l'odorat, les souris vont réagir au stimulus. Alors que dans la génétique, c'est pas codé, cette chose-là. Donc, ils n'ont pas pu l'apprendre non plus. Ça n'a pas été enseigné par les parents. Ceci étant dit, on pourrait parler aussi des changements au niveau de la fonction du cerveau, de l'amygdale qui est changée, une hyperactivité de l'amygdale avec les traumatismes à l'enfance. Ceci étant dit, ce n'est pas parce qu'on a vécu un traumatisme à l'enfance qu'il n'y a pas moyen de rattraper les choses et de changer les choses. Comme par exemple, si une personne antidote est présente dans la vie d'un enfant pour lui montrer une meilleure gestion des émotions, des façons de réagir, des façons de réfléchir, des façons de penser, des façons d'interagir, un professeur, un grand-père, une grand-mère, même un chauffeur d'autobus peut être une personne antidote. Là. Mais il y a moyen de refaire des connexions saines. Et ceci étant dit, des fois, ça demande plus de travail, surtout lorsque les stratégies d'adaptation mésadaptées qui ont été développées en enfance ont perduré pendant plusieurs années. Ça peut demander de l'effort. Mais un diagnostic de santé mentale n'est pas une finalité non plus. Et il y a plein de choses qu'on peut faire pour remédier à ça. Et encore une fois, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la raison d'être de nos capsules ensemble. Et dans les prochaines capsules, on va continuer de parler de tout ça et entre autres justement de qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer différentes problématiques. Donc, restez avec nous.